Donc, on avait 3 piliers. Ces 3 piliers-là, on va devoir les adresser. Donc, effectivement, dans nos accompagnements, depuis une vingtaine d'années, sur le volet humain, on a des sensibilisations de comité de direction, des séminaires, et puis des formations pour les mainteneurs, notamment sur l'analyse des risques, le bon processus de maintenance à mettre en place, comment travailler, des formations pour l'exploitant. La production est partie prenante complète dans le sujet. C'est la prod qui connaît le process et qui sait ce qu'il y a dans le tuyau à l'instant T et qui va couper la conduite. Donc, elle contribue à l'analyse de risque et elle contribue à la gestion du risque, de la collectivité. Les préventeurs, bien sûr, qui sont en support. Les méthodes et les bureaux d'études pour qu'ils intègrent cette dimension-là dans les travaux neufs, on en parlait ce matin. Les entreprises extérieures, comment est-ce qu'on gère le sujet. Ça, c'est une dimension. Sur le volet conseil, on a les procédures de mise en sécurité, les documents, la dimension culture et comportement sécurité, les processus, les pratiques de maintenance, etc., etc. Et puis, on a tout un volet technique de diagnostic de consignabilité et de maintenabilité. Donc, bien évidemment, la directive machine, elle intègre un peu ça, mais on l'a vu, la machine, elle est plus ou moins conforme, elle est plus ou moins récente. Et puis, on a plus ou moins pensé à cette dimension-là. On construit parfois sur du sable, on va voir comment on s'y prend dans ces cas-là. Les fiches loto, les modes opératoires de mise en sécurité. Comment est-ce que je fais pour me protéger? Alors, on peut faire un mode opératoire toute énergie. Ça a le mérite de s'entraîner. C'est pas vraiment utile parce que, en fait, ça veut dire utiliser tout le temps un bazooka pour tuer des mouches. Donc, c'est pas très compatible avec le métier de la maintenance. Il vaut mieux faire des modes opératoires adaptés à la situation. Voilà, on fait plein d'accompagnements. À moi, c'est assistant de maîtrise d'ouvrage. On a parlé de l'ergonomie tout à l'heure, ce matin. C'était très bien. Alors, déjà, on ne croit pas dans les recettes magiques. Il faut adapter une démarche au contexte de l'entreprise. Entre une entreprise de 30 personnes et une entreprise de 3000 personnes, entre une entreprise qui fait de la dinde et une entreprise de métallurgie en haut fourneau ou une entreprise qui fait de l'emballage ou de la logistique, c'est pas les mêmes activités, c'est pas les mêmes énergies, c'est pas les mêmes process, c'est pas les mêmes organisations. Donc en fait, il faut partir de là où vous êtes pour vous faire progresser en sécurité. Donc notre retour d'expérience, c'est déjà, n'essayons pas de viser la Lune de suite, on va essayer de monter quelques étages, et puis ça sera, on va sécuriser ça. Donc pour savoir sur quoi travailler en priorité, un diagnostic c'est utile parce que ça permet de faire une photo de là où vous en êtes, et puis d'adapter la démarche, et puis de se donner des priorités. Notre conviction forte, c'est que la dimension humaine, c'est un facteur clé de succès. Si on braque les gens dans l'entreprise, ça ne marche pas. Et les gens dans l'entreprise, ça peut être le comité de direction, l'encadrement intermédiaire, les gens du terrain, les opérateurs, ça peut être à tout niveau que ça peut bloquer. Donc il faut travailler avec et pas contre. Et puis un dernier point, c'est que la sécurité, ça n'a pas de prix, mais ça coûte. Donc si on peut trouver un chemin qui rapporte de l'argent, en même temps qu'on gagne en sécurité, c'est mieux. En tout cas, bizarrement, les comités de direction nous écoutent plus. Donc, je regarde la personne de Carcel qui fait donc, effectivement, on a une situation initiale qu'on va commencer à mettre en place plein de choses pour sécuriser, de l'organisation, parce que c'est le plus rapide à mettre en place, des formations, etc. C'est bien. Et du coup, on va se remettre à travailler correctement, en sécurité. Donc, ça va prendre un peu plus de temps. Donc, on va perdre un peu en performance. Il faut se le dire. Alors, on peut s'arrêter là et se dire que du coup, on va remettre tout sous tension pour regagner la performance parce que sinon, le coût de revient n'est pas bon et le compte de résultat, ça ne va pas. Mais on peut aussi dire on continue, on met en place du management visuel, de la consignabilité, on a des actions techniques qui fait que c'est plus facile de faire des bonnes analyses de risque, elles sont plus fiables, on travaille encore plus en sécurité, mais en fait, ça va plus vite. Et donc, du coup, on va se rembourser quelque part de l'investissement. Et si on continue, on fait de la fiabilisation, on travaille la maintenabilité, on fait des amélioratifs, on travaille sur des bonnes pratiques métiers, maintenance prod, etc. On va continuer à sécuriser et puis on va continuer à gagner de l'argent. Donc en fait, qu'on veut intégrer de la maîtrise des risques dans la performance, ça tient en 2 mots, moyen terme. Il suffit de raisonner à moyen terme, c'est-à-dire à 3 à 5 ans, et on y arrive. Évidemment, si on se dit que la priorité 2025, c'est la sécurité, et la priorité 2026, ça va être le taux de service, c'est pas bon. Donc il faut se projeter sur du moyen terme. 10 étapes clés, je ne vais pas toutes les lire, mais on va essayer d'adresser les facteurs humains, organisationnels et techniques avec des étapes simples. Donc ça, c'est une vision simplifiée des actions à mener. Et ce que je voulais
on disait que le facteur humain, c'est un levier, c'est vraiment un facteur clé de succès. Donc, le diagnostic, pour nous, c'est l'occasion de faire de l'accompagnement au changement. En fait, dans le diagnostic, on va poser des questions à tout le monde et on va leur faire comprendre qu'il y a peut-être un problème. On va dire, mais là, donc du coup, si on fait que fermer la vanne de vapeur à 200 bars et 300 degrés, une seule vanne, c'est bon, c'est pas dangereux. Donc là, ça va commencer à faire reconscientiser le risque, dire, bah non, il y a peut-être un problème. Et puis le problème, il est peut-être, il se passe quoi si ça lâche? Ah, on va comprendre que le problème, il est important. Et du coup, pourquoi on fait ça? Ah bah parce qu'en fait, on n'a qu'une vanne. Ok, on va comprendre les causes. On va dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah bah du coup, il faudrait peut-être modifier l'installation, ou alors il faudrait couper en aval. Voilà. Ok, donc on commence à creuser, identifier des solutions. Et une fois qu'on a notre photo, on priorise en comité de direction qu'est-ce qu'on veut faire en premier. Et ça donne le mandat d'agir. Ce qui fait qu'à la sortie du diagnostic, plutôt que de devoir convaincre tout le monde qu'il faut bouger, on appuie sur un bouton et ça avance. Donc si on utilise le diagnostic comme levier d'accompagnement au changement, c'est beaucoup plus puissant et efficace. Ça, c'est un schéma bien compliqué, comme je les aime. Mais c'est juste pour dire, la plein d'entreprises où on construit sur du sable. C'est-à-dire que la machine, en fait, elle n'est même pas conforme. On sent bien que même l'exploitant, ça ne le fait pas. Donc en fait, il faut refaire un point à zéro. C'est comme si on faisait un rétro-engineering de l'analyse de risque. Donc on prend la situation maintenant, 20 ans après que la machine elle est là. On va se dire, OK, bon, alors cette machine-là, on fait quoi avec? On fait quoi avec? On fait quoi autour? On fait quoi dedans? Parce qu'évidemment, j'ai des chariots qui circulent, alors qu'avant, ils n'étaient pas. Puis j'ai des gars qui montent sur la machine parce que j'ai mis une trémie d'une autre machine au-dessus. Et puis, je fais des opérations, mais maintenant, je fais la maintenance de premier niveau ou la maintenance, l'auto-maintenance, la maintenance par la prod, alors qu'avant, on n'en faisait pas. Je fais des changements de format, des réglages. Et puis j'ai des interventions à l'intérieur parce que je fais de la maintenance. Bon. Donc, tout ça, on fait une espèce de DURP super zoomé et ça permet déjà de faire un état des lieux de tout ce qui se passe. Après, on regarde l'état des lieux d'où en est la machine. C'est quoi son niveau de risque intrinsèque, au sens directive machine? C'est-à-dire qu'en fait, on dit, bon, OK, elle est dangereuse comment, là? Et donc ça, on complète cette lecture conformité au règlement machine avec une lecture d'analyse de consignabilité. C'est quoi les énergies en présence, les fluides, les organes de mise en sécurité? Pour de vrai, ça protège comment? On a un état zéro, ça nous fera la fiche loto. Et puis on analyse la pratique, c'est-à-dire que quand on a des grosses opérations, des gros changements de format, etc., avec plein de monde, là on va regarder un peu plus comment ça se passe de point de vue opératoire. Tout ça, ça nous fait une bonne photo machine par machine, qui nous permet de trier les patates et de dire, bah, il y a des trucs, le niveau de sécurité intrinsèque de la machine, ça le couvre, impeccable. Il y a des trucs, c'est vraiment, ça craint. C'est processus de maintenance, analyse de risque, documenter mode opératoire, la totale, cadenas, boîte à clés, tout ce qu'on veut. Et puis il y a des trucs entre les deux, mode opératoire, processé, bien propre, avec formation, et on vérifie que ça tourne. Donc ça, machine par machine, et évidemment, le fonctionnement, l'organisation globale, l'auto dans l'entreprise, ça complète, mais ça, c'est à faire qu'une fois. Bon, la fiche auto, on a vu ce que c'était, et puis vous avez le support. L'analyse de risque, on a dit que c'était très important. Spécificité du métier de la maintenance, en fonction de ce que je vais faire, de où je vais le faire, de quand je vais le faire, je vais être exposé à des énergies différentes. Donc je regarde le périmètre technique dans lequel j'interviens, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer un robinet d'eau froide? Bon, le reste, à la limite, je m'en fiche. Ah, mais non, mais je dois braser. Donc du coup, je vais faire une source de chaleur, donc le méthane, tout ça, que je l'enlève. Et donc du coup, l'analyse de risque dépend de la nature de l'intervention, de l'équipement, de l'environnement de travail. Donc ça, il y a une méthode pour l'appliquer. Et ça choisit le bon processus de mise en sécurité, énergie par énergie. Et ça permet de calibrer et d'aligner le niveau de sécurité aux besoins. Parce qu'évidemment, là maintenant, si elle commence à dire on coupe tout le temps, on arrête tout le temps l'usine, bon, on ferme l'usine, hein, mais pas dangereuse. Un cadenas une vie, ça c'est un slogan habituel en loto. Les boîtes à clés, alors nous, dans la norme, il y a marqué qu'il y a des cadenas rouges, il y a des cadenas jaunes, il y a des cadenas verts, il y a des cadenas blancs, il y a des cadenas... Bon. Et on va se dire, mais c'est l'enfer ce truc, c'est pas possible. C'est le plus facile à mettre en place. Vous expliquez ça à des mainteneurs, ils comprennent de suite, et ils le mettent en place de suite. Les processus de maintenance, on a vu que ça s'imbriquait. On a la chance en maintenance d'avoir une norme qui a documenté les processus. C'est un des rares métiers où c'est le cas, peut-être le seul d'ailleurs. Et donc du coup, on doit savoir comment est-ce que ça se passe en cas de dépannage urgent, en cas de préventif, en cas de travaux neufs ou d'amélioratifs, comment est-ce que je fais pour travailler la fiabilité et la maintenabilité.
Mais je dois aussi regarder comment l'exploitant fait. L'intérimaire qui forme l'intérimaire pour faire une opération de nettoyage et il finit avec le bras arraché, bah, c'est pas un processus de maintenance, ça. Donc comment est-ce que je gère les compétences? Comment je gère les entreprises extérieures? Comment est-ce que je manage la sécurité? Donc on essaye de mettre une dose de consignation dans le processus. L'exemple que j'ai mis là, c'est une demande d'intervention de maintenance. Ben, il n'y avait rien dans l'entreprise, on a fait une cartouche de recensement des énergies principales en se disant, OK, double signature, prod maintenance sur une analyse de risque commune, et puis on commence à sécuriser. On préfère pas être parfait, mais au moins progresser de manière vraie. La fameuse zone grise, les opérations de type maintenance faites par des équipes qui ne sont pas de la maintenance. Métrologie, prod, etc. Bon, bah, ça, c'est la zone floue qu'il faut traiter parce que sinon, ça crée beaucoup d'accidents. Donc, je dis zone green, liste blanche, c'est-à-dire qu'en fait, l'étape tout à l'heure avec mon schéma compliqué, ça consistait à lister la liste blanche des opérations que j'ai le droit de faire, moi, opérateur de prod, en termes de maintenance, et voilà comment je le fais. Donc, si ça n'est pas dans la liste, je ne le fais pas. Je suis dans un processus non maîtrisé, et donc, du coup, ça bascule la maintenance. Et dans ces fiches-là, il y a des prérequis, c'est-à-dire qu'il faut que je commence mon opération en vérifiant que la machine, par exemple, elle est dans l'état nominal, normal. Elle n'est pas avec un bout de scotch qui tient un capot parce que on a fait un palliatif parce qu'on n'avait pas le temps de réparer, quoi. Et si on commence comme ça, c'est fini. On parlait des fiches loto. La version luxe, c'est le tableau. Du coup, j'ai ma fiche loto en grand avec les organes, les photos, les cadenas qui correspondent. J'ai les modes opératoires de mise en sécurité en fonction de la catégorie de ma liste blanche. On peut aller loin dans le travail. La sécurité dès la conception, bah, en fait, c'est les fameux fois 1000 ou 10 000 de tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de traiter le problème en amont qu'en aval. Et si on dit ça, c'est qu'en creux, il y a beaucoup d'entreprises où, par exemple, les plans ne sont pas à jour et en fait, on ne s'fichtre pas quand j'appuie sur ce coup de poing, qu'est-ce que ça fait pour de vrai. Ça fait tellement longtemps qu'on a tout modifié avec des repiquages partout que... Donc, si on n'a pas confiance dans tout ça, eh ben, on est un peu dans le flou. Donc, ça veut dire qu'il faudrait toujours tout analyser à fond. Donc, en fait, il est temps de s'y mettre, quoi. Il est temps d'arrêter de faire des économies en méthode de maintenance comme on le fait depuis 50 ans, parce que c'est la conséquence de ça. Hein. On a fait beaucoup d'économies sur un coût caché qui est le risque. Quand on a du multisite, là aussi, c'est intéressant de se créer un référentiel et de faire converger tous les sites sur une grille de lecture commune parce que ça fait monter tout le monde en maturité. Et l'autre avantage, c'est qu'en donnant des niveaux de maturité, bah, chacun avance à son rythme, on est sûr que tout le monde converge. Et ça, c'est intéressant, voilà, dans des groupes, de faire ça. Sujet clé, la culture sécurité. Bon, vous lirez le petit commentaire, mais ça devrait vous rappeler des souvenirs. Fais gaffe. Donc, ça a été évoqué, hein, la différence entre le prescrit et le réel. C'est toujours très, très alors, amusant, parce qu'il vaut mieux le prendre comme ça, de voir la différence entre comment on nous explique en comité de direction sur le fonctionnement de l'entreprise en termes de sécurité et les observations qu'on fait sur le terrain. C'est pas la même entreprise, on a juste trompé d'adresse. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc l'accompagnement au changement, c'est fondamental parce que pour de vrai, on veut que sur le terrain, l'intervenant, avant d'agir, il se pose une question qui est « est-ce que je vais travailler en sécurité ?» Tout le reste, c'est de l'aide. Si ça, on a gagné ça, c'est déjà bien. Donc, accompagnement au changement. Donc la démarche, elle est humaine, organisationnelle et technique, elle est adaptée au contexte. Le diagnostic, c'est en même temps pour prioriser, mais aussi pour avancer le changement. Et il faut un mode projet en moyen terme qui implique tous les acteurs. Ce n'est pas un projet du service maintenant, c'est un projet d'entreprise. Et ça permet de gagner en sécurité et en performance.